rejoignez sur Radio J, merci de votre fidélité. Vous avez fait un excellent choix puisqu'on parle cuisine, on aime manger, on aime la bonne nourriture et on en parle avec Gilles Pudlowski. Bonjour Gilles. Voilà, Comment allez-vous ce matin ? on va là, on part pour Tel Aviv. On part pour Tel Aviv encore et on va dans une boulangerie. Alors une boulangerie, pâtisserie, brasserie. Il y a 2 endroits. Il y a sur Zéro Rothschild, la Boulevard Rothschild, dans l'ancien restaurant qui s'appelle autrefois Dada, qui était le rez-de-chaussée du centre culturel français à Tel Aviv. La boulangerie Kaiser, mais qui fait boulangerie, pâtisserie d'un côté, brasserie de l'autre. Garçon qui gère ça pour le Kaiser, qui était de Paris, le boulanger. C'est Johann Spadja, là, qui est un peu son référent sur place. Et il y a cette partie un peu boulangerie, pâtisserie qui est très bien tenue avec des gâteaux délicieux, des pains superbes, viennoiserie qualité, des bons croissants. C'est un petit goût de la France à Tel Aviv, quoi. Un petit bout de la France, absolument, à Tel Aviv, voilà, on va dire ça. L'ambassade française à Tel Aviv, du goût français. Il y a beaucoup de bons pâtissiers en ce moment, d'ailleurs, à Tel Aviv. Donc, ils ont intérêt à se défoncer pour être bons, et ils le sont. Ouais. Et j'ai même quelqu'un qui m'a dit, tiens, je me demande si Kaiser n'est pas meilleur à Tel Aviv qu'à Paris. Voyez. Ah ouais. Alors, un petit clin d'œil pour notre ami Kaiser. Donc ça, c'est Paris, parce que ça leur manque. C'est un bourgeois, mais il est actuellement dans le monde entier, notamment dans les restaurants, enfin, dans les trucs, dans les aéroports, dans les corners, etc. Il y a également, alors, ce qui est amusant, c'est qu'il n'est pas seulement au Boulevard Rothschild, il est aussi sur le Namal, c'est-à-dire sur le port, le vieux port de Tel Aviv. Il y a les boîtes de nuit et tout ça. Il y a beaucoup de boîtes de nuit, je crois, sur ce coin. C'est un... Voilà, dans cette partie-là, c'était autrefois le restaurant le plus connu et le plus chic, et le plus élégant, et le plus cher de Tel Aviv. Il s'appelait Mouliam sur la mer, et face à la mer. Et Mouliam, il n'existe plus. Mouliam, c'était le restaurant de Shalom Marovski, est un monsieur qui tenait juste en face la grande maison d'export de fruits de mer et de poissons en Israël, et il avait fait de Mouliam sa vitrine, son ambassade, et du bon produit, et c'était la seule maison israélienne, seul restaurant israélien qui faisait partie des relais châteaux, pas des relais châteaux, de tradition de qualité, c'est-à-dire tradition de qualité, c'était les grandes tables du monde, c'est les grandes tables, il n'y a pas d'autres, je crois, restaurants israéliens qui en fassent partie. Enfin, aujourd'hui, il n'y en a plus, puisque ça n'existe plus, Mouliam. Et à la place donc de Mouliam, il y a un magnifique Kaiser, alors maison Kaiser Tel Aviv, et vous avez possibilité de manger des petites salades, des pains, des sandwichs absolument superbes. Vous voyez, on parle un peu street food. Aujourd'hui, on est moins gastronome, mais il y a une partie, la partie brasserie un peu gastronomique, elle se trouve sur Boulevard Rothschild, avec le côté, parce qu'il y a 2 côtés, il y a le côté Boulevard Rothschild, le côté Plaza et Esplanade, etc., avec un coin un peu plus cosy, avec un patio intérieur, mais en tout cas l'ancien Mouliam, pardon, le Kaiser, le Kaiser du Namal, c'est juste à côté du market, enfin du marché du Namal, vous avez des choses tout à fait délicieuses, et vous pouvez faire un repas, par exemple un club sandwich au thon, qui est très bon. Et puis toutes les viennoiseries sont recommandables. Eh bien voilà, ça s'appelle Kaiser Tel Aviv. Si vous avez envie, si la France vous manque, en tout cas, si vous êtes à Tel Aviv, si vous voulez avoir un petit goût de France dans la bouche, eh bien n'hésitez pas à vous rendre à Kaiser Tel Aviv. Merci beaucoup, Gilles Pudlowski. On peut retrouver bien sûr toutes vos critiques gastronomiques sur votre blog Les Pieds dans le Plat. Et je vous dis à la semaine prochaine, comme tous les vendredis. Le 4 quarts politique.
Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants Emmanuel Alperin, télévision israélienne, Alberto Toscano, presse européenne, Clément Weirenal, spécialiste des questions judiciaires. Nous parlerons du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Nous parlerons du pavé dans la mare lancé par la Chine de Xi Jinping. Et nous parlerons de l'attentat de la rue Copernic avec Clément Weirenal qui signe un livre, L'enquête sabotée, et avec Michel Zerbib qui a suivi le procès et qui nous rejoindra dans quelques instants. Emmanuel Alperin, bonjour. Bonjour Shlomo. Merci d'être avec nous. Israël a fêté mercredi dernier son 75e anniversaire. Cérémonie très très belle pour ceux qui l'ont suivi, très digne, très unitaire, très festive. Pourquoi n'est-ce pas comme cela tous les jours de l'année? Ça n'a même pas été comme ça le lendemain de la cérémonie. Parce qu'il y a dans ce pays une véritable fracture sociale. Il y a dans ce pays véritablement des gens qui des opinions divergentes, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des démocraties. Alors, passer toute la fête le jour de l'indépendance à dire que ce soit les gens de l'opposition ou les gens du gouvernement, nous sommes un peuple uni, nous sommes tous frères, ça fait plaisir, mais on se rend bien compte le lendemain que c'est un petit peu exagéré. Alors c'est vrai qu'Israël est très solidaire, les Israéliens sont très solidaires en face d'un danger. Si tout à coup on est à la veille d'une guerre ou d'hostilité quelconque, évidemment à ce moment-là tout le monde fait front. Mais dans une période de paix ou de paix relative que nous avons toujours vécue, les fractures sont là et il faut pas les négliger et il faut essayer peut-être bien sûr de corriger. Mais permettez-moi une opinion personnelle, on ne corrige pas en faisant ce que essaye de faire ce gouvernement, c'est-à-dire une révolution constitutionnelle. Et pour une raison très simple. Israël est une démocratie. En démocratie, le pouvoir judiciaire exerce un contrôle sur l'exécutif. Ce que M. Netanyahou veut faire ou voulait faire, c'est que l'exécutif contrôle le pouvoir judiciaire. Alors, ça ne s'appelle plus une démocratie. On va parler de ces fractures et on va parler de la réforme que vous appelez constitutionnelle, la réforme de la justice. Mais restons encore un moment, s'il vous plaît, sur cet anniversaire, parce que ont été mis à l'honneur des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans les domaines les plus variés. Comment sont choisis ces allumeurs de torches? Alors, comme toujours, il y a une commission. Ça m'est arrivé d'ailleurs il y a déjà pas mal d'années d'être l'allumeur de torche. Oui, alors il y a une commission. D'abord, c'est quelque chose qui est perçu comme un grand honneur, hein, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors, il y a une commission nommée par le ministère de l'Information en général, et cette commission sur dossier, parce qu'il y a des candidats, choisit ceux qui vont allumer les torches. Mais j'ai pu constater que le pouvoir politique a quand même la possibilité de moduler ou de changer dans une certaine mesure le choix des membres de la coalition. Il m'est arrivé, par exemple, quand j'étais membre de cette commission, nous avons à l'unanimité décidé qu'un des candidats n'était pas la bonne personne, enfin qu'il n'était pas quelqu'un qui aurait mérité de faire partie de cette cérémonie, de participer à cette cérémonie, mais le Premier ministre, comme c'était un ami du Premier ministre, eh bien finalement il l'a quand même fait. Mais en général, c'est la décision des membres de la commission. Oui, alors, il y avait aussi, pour ceux qui ont regardé cette cérémonie, il y avait toute la partie musicale et on se rend compte, je le dis à un expert en la matière, on se rend compte combien la musique israélienne est très inventive et reflète tout à fait la société.
Oui, elle est extrêmement variée. Il y avait cette année, je crois, quand même une certaine tendance à privilégier les musiques orientales. Vous avez rendu compte, beaucoup de chanteurs d'ailleurs qui ont participé à la cérémonie étaient originaires de pays arabes, ce qui est une bonne chose. C'est pas toujours le cas. Et non, c'est très très réussi, c'est vrai, c'est très réussi. Et avoir toujours la même chose, hein, Monsieur Netanyahou, Monsieur Ohana, président de la Knesset, tout le monde. Nous sommes unis, nous sommes frères. Ça fait plaisir. Et le jour d'une fête comme le jour de l'indépendance, il est important de le dire et il est pourtant agréable de l'entendre. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est très exagéré. Alors, on est aujourd'hui au jour d'après et les tensions qui secouent la société israélienne n'ont pas baissé d'intensité. Ben non, Est-ce que vous diriez qu'elles se sont aggravées? Non, non. On l'a vu hier soir avec la manifestation organisée par les partis de la coalition. 200 000 personnes en face de la Knesset, vraiment très très impressionnant. Mais nous aurons certainement demain soir, enfin samedi soir, nous aurons certainement la manifestation pour la 16e semaine consécutive des participants de la société civile israélienne qui s'opposent farouchement à ce que vous appelez la réforme, mais qui est vraiment beaucoup plus qu'une réforme. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que au fil des semaines, on s'est rendu compte finalement que M. Netanyahou allait vraisemblablement renoncer à cette réforme ou à cette révolution ou à ce changement radical de la société israélienne sur le plan des institutions. Parce que il s'est passé plusieurs choses. D'abord, dans les sondages d'opinion, le Likoud et ses alliés de la coalition d'aujourd'hui ne sont plus majoritaires dans les sondages, mais d'une manière très très nette. Ils ont perdu énormément de sièges. Et finalement, c'est l'opposition qui avait des élections aujourd'hui qui serait au pouvoir. Deuxième point, quand même, c'est impressionnant que des millions d'Israéliens ont manifesté leur opposition vraiment farouche au projet du gouvernement. Troisième point, problème économique induit par cette volonté de réforme. Les investissements se sont taris tout à coup. Beaucoup de boîtes de high-tech préfèrent s'installer à l'étranger plutôt qu'en Israël. C'est un très mauvais signe. Et finalement, je crois que la chose la plus importante du point de vue de M. Netanyahou, c'est un petit mot de 2 lettres, prononcé par le président des États-Unis, M. Biden. Ce mot, Shlomo, vous le connaissez? No. No. On lui demande à Biden, est-ce que vous allez inviter M. Netanyahou à la Maison-Blanche? Et il répond no. No, tant que ce projet de réforme reste en vie. Et ça veut dire que les États-Unis, bon, évidemment, nous sommes toujours les alliés des États-Unis, mais il y a là un carton rouge des États-Unis pour Israël. C'est une nécessité absolue sur le plan de la sécurité, mais aussi pour le statut d'Israël sur la scène internationale, avec par exemple l'usage du veto au Conseil de sécurité par les États-Unis chaque fois qu'Israël est sur le banc des accusés. Alors, du coup, c'est vrai qu'on continue à rechercher un compromis. Il y a une commission qui se réunit chez le président Herzog, mais l'opinion générale, aujourd'hui, le sentiment général est que la révolution constitutionnelle n'aura pas lieu. Alors, est-ce que précisément, puisque vous parliez il y a un instant de la manifestation en faveur de la réforme de jeudi soir dernier, est-ce que cette manifestation va bénéficier à Benjamin Netanyahou ou au contraire, est-ce que ça va l'affaiblir? Parce qu'on avait l'impression qu'il était depuis quelque temps, qu'il avait le pied au frein. Est-ce que ça va le servir? Non, je vois pas comment, parce qu'il s'est passé quelque chose de troublant de son point de vue, c'est que les ultra-orthodoxes qui font partie de la coalition, qui représentent le tiers des députés de la coalition, ont annoncé qu'ils ne faisaient pas partie de la manif, ils ne participeraient pas à la manif. Alors, c'est qui finalement? C'est vrai que c'était très impressionnant, mais c'était des membres du Likoud et la population nationale, religieuse essentiellement, ceux qui sont installés dans les localités juives de Judée-Samarie,
Bon, c'est quelque chose d'encourageant pour M. Netanyahou, mais à mon avis, il s'agit d'un barreau d'honneur. Il ne peut pas se permettre de dire je renonce à la réforme. Tout ce qu'il peut dire, c'est bon, bah pour l'instant, on va voir, on va essayer, on va trouver un compromis. Écoutez, Moïse, ça fait quand même 4 mois que ce gouvernement est en place. Et pendant ces 4 mois, aucune décision n'a été prise par le gouvernement dans quelque domaine que ce soit. C'est-à-dire que le gouvernement est complètement attaché à ce projet de réforme qui, manifestement, ça peut pas se faire. En tout cas, pas de la manière dont le gouvernement voulait le faire au départ. Il y aura peut-être quelques modifications, mais rien de fondamental. Alors, non, on ne peut pas dire que M. Netanyahou peut profiter à long terme. Évidemment, sur le moment, ça fait plaisir, mais ça ne change pas la donne. Est-ce que vous diriez, et vous êtes un excellent observateur de la société et de la politique israélienne, est-ce que vous diriez que si le projet était retiré demain, il n'y a plus de problème, la solution est trouvée et chacun reprend ses billes? Ou est-ce pas du tout. Non. Ah, voilà. Non, parce que d'abord, vous connaissez Israël parfaitement et vous savez que ça n'existe pas de problème en Israël. Il y a toujours des problèmes. Et le problème qui nous attend, qui attend tout le monde dans les semaines qui viennent, c'est l'exigence des ultra-orthodoxes de faire passer une loi qui les dispensera totalement de tout service, soit militaire, soit civil. Et ça, la Cour suprême, jusqu'à présent, s'y est opposée en utilisant le critère de l'égalité. L'égalité entre les citoyens. Alors, on peut trouver des aménagements, comme on l'a fait jusqu'à présent depuis la création de l'État d'Israël, mais déclarer finalement face au monde, face en tout cas à la population israélienne, que les ultra-orthodoxes sont totalement dispensés de services pour la nation, c'est quelque chose qui l'exige aujourd'hui. Ils sont membres de la coalition, ils peuvent menacer la coalition. Justement, ils peuvent dire, si vous ne le faites pas, eh bien, nous nous retirons et il y aura de nouvelles élections. Non, les problèmes continuent. Les problèmes continuent. Que devient le projet de réforme constitutionnelle que c'est ainsi que vous l'appelez? Oui. Est-ce qu'il est toujours aujourd'hui entre les mains du président Herzog, qui n'a pas la tâche facile et qui cherche à rapprocher les deux camps qui paraissent pour l'instant inconciliables. Ces discussions autour d'Herzog se poursuivent. Oui, c'est sympathique. C'est une manière de noyer un peu le poisson. Mais ça va pas très loin parce que, pour le moment en tout cas, les représentants de la coalition sont fermement décidés à faire passer la réforme, tout en sachant, enfin je me permets de le dire, tout en sachant, comme la plupart des Israéliens, que ce n'est pas possible, que ça va pas pouvoir se faire. Mais ils ne renoncent pas, du moins sur le plan de leur déclaration, à dire non, nous y tenons absolument. Il ne peut pas véritablement y avoir de compromis. D'ailleurs, la manifestation d'hier, qu'est-ce qui s'était passé? Le slogan, le principal slogan lancé par les manifestants hier, je veux dire jeudi soir, c'était pas de compromis, pas de compromis. Ils veulent la réforme, mais telle qu'elle était prévue, telle qu'elle a été présentée par le ministre de la Justice, Monsieur Yariv Levin. Non, ce qui va se passer, à mon avis, c'est à mon humble avis, c'est que les projets de loi ne vont pas être présentés à la Knesset, on va attendre, et puis petit à petit, on va laisser les choses, je peux pas dire les oublier, on peut pas les oublier, mais en quelque sorte passer à autre chose, voilà, passer à autre chose. Et puis dire, pas cette session de la Knesset, la session suivante, on verra bien. C'est à mon avis ce qui va se passer. Alors, le Likoud, semble-t-il, dans les enquêtes d'opinion est en chute libre, et même Benny Gantz distance apparemment Netanyahou comme Premier ministre souhaitable. Qu'est-ce qui se passe au Likoud? Vous étiez, il y a eu une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, où vous étiez associé au Likoud, on vous disait proche du Likoud. J'ai jamais fait partie d'un parti politique, donc je peux pas
confirmer ce que vous dites, mais je peux vous dire une chose simple, c'est que je suis de droite, mais j'ai toujours été de droite. Mais le Likoud, c'est un parti national libéral, nationaliste et libéral. Il reste évidemment nationaliste, mais il est de moins en moins libéral. Et c'est dû évidemment aux prises de position de M. Netanyahou et des gens qui l'entourent. Prenez simplement un cas de figure tout à fait vraisemblable, parce que personne n'est éternel. Disons que M. Netanyahou sera condamné pour corruption par la justice. C'est pas immédiat, mais ça peut arriver. Il se retire de la vie politique. Il n'y a plus Netanyahou le Likoud. Il y a automatiquement, bon, il y aura toujours une négociation parce que c'est toujours compliqué en Israël, mais automatiquement il y aura un gouvernement de droite, centre-droit, avec le Likoud qui retrouvera un peu de son libéralisme, avec le parti de M. Gantz que vous avez signalé tout à l'heure, et même avec le parti de M. Lapid qui est présenté aujourd'hui comme un parti de centre-gauche, alors qu'en fait c'est un parti du centre. Ces trois partis ensemble représentent vraiment une nette majorité des Israéliens. Et voilà le gouvernement qui normalement devrait remplacer le gouvernement actuel, qui n'existe que parce que le parti de M. Gantz et le parti de M. Lapid considèrent qu'ils ne peuvent pas s'allier à M. Netanyahou à cause de son procès. Donc nous sommes dans une situation vraiment exceptionnelle. Mais retirer simplement M. Netanyahou de l'équation, disant que lui-même décide de démissionner, eh bien, tout à coup, la situation est totalement changée. Alors, c'est vrai ce que nous dit de l'autre côté Serge, notre réalisateur. C'est vrai qu'aux États-Unis, ceux qui veulent prendre la place de Trump ne sont pas beaucoup mieux. Alors, juste une dernière question, parce qu'on va parler dans un instant avec vous, Alberto Toscano, de la Chine. Est-ce que ce qui fait partie, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Israël fait partie d'un grand charivari qui affecte tous les coins de la planète? On voit que la Chine est en train de rebattre les cartes et ces cartes sont rebattues aux quatre coins de la planète. C'est l'impression que nous avons, Alberto. Si on parle de la situation actuelle en Israël, je pense on parle surtout de la politique intérieure. Et là, plutôt que faire une comparaison avec la Chine, moi je ferais une comparaison avec les autres démocraties, la démocratie en Italie, en France, on sait bien, on connaît bien, et ailleurs, qui aujourd'hui souffrent un moment difficile. Il y a comme une perception d'un besoin de refonder, de revivifier nos démocraties, qui ont un certain âge. Moi, d'ailleurs, je suis né presque exactement le jour de la naissance d'Israël, et je suis bien placé pour dire que l'âge de 65 ans... 75, mon cher Alberto. 75, oui, voilà. Vous cherchez à vous rajeunir, là. Lapsus, c'était bien freudien. Et implique une réflexion sur soi-même. Et les démocraties, et on le voit très bien en France, aujourd'hui, surtout en France, il y a un besoin de réfléchir à nos démocraties, à nos institutions. Or, le coup de force, moi la réforme je l'appelle coup de force, conçue par Netanyahou, est une mauvaise façon de réfléchir. Mais je crois le moment favorable, Kairos, est passé. Et ça sera difficile demain de reprendre ce discours avec la même force aussi, parce que comme ça a très bien dit par l'interlocuteur précédent, l'opinion publique favorable est en train, l'opinion publique israélienne est en train de devenir beaucoup moins favorable à cette hypothèse et même ouvertement contraire. Emmanuel Alpérine, qu'est-ce que vous diriez sur cette au fond, cette fatigue de la démocratie un peu partout dans le monde?
La démocratie, c'est pas facile. La démocratie, par exemple, quand on prend les textes même de Montesquieu, Montesquieu était considéré que la démocratie ce n'est pas un régime qui est adapté à la plupart des pays. Il faut que ce soit un tout petit pays pour qu'on puisse être démocrate. C'est-à-dire que il faut que les citoyens puissent, il faut qu'ils soient peu nombreux pour prendre des décisions communes. Et entre-temps, on a quand même évolué depuis. La démocratie, c'est pas simplement, on peut avoir des élections. Hein. Il y a des élections dans tous les pays, dans la plupart des pays dictatoriaux. Euh, non, mais c'est très compliqué le libéralisme, la démocratie libérale. C'est quelque chose de difficile. Et nous sommes aujourd'hui dans une période d'incertitude dans le monde entier. Les populations se sentent dans une période difficile. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour des raisons économiques, pour des raisons peut-être aussi d'écologie. Il y a un mot qui revient constamment dans les propos des présidents français. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est le mot protection. Il faut vous protéger. Nous voulons vous protéger. Les gens, enfin une partie en tout cas de l'opinion, les gens ont besoin de protection, que l'État les protège. Alors quand on dit l'État vous protège, l'État peut se dire, dans ce cas, laissez-moi faire ce que je veux faire. Et la démocratie, ce n'est pas laisser l'État faire ce qu'il veut faire, c'est agir selon des principes, des valeurs qui sont des valeurs démocratiques, libérales, avec par exemple la justice, avec la vérité, avec une volonté d'égalité entre les citoyens. Ce sont des choses ce sont des conquêtes de la civilisation. Et il y a parfois des retours en arrière, des retours de bâton, mais finalement, je pense que la démocratie va prévaloir. Et Un dernier mot là-dessus. Voilà, à ce propos, je voudrais dire une chose qui m'a frappé de la cérémonie au Mont Herzl, qui était, à mon avis, une très belle cérémonie, je l'ai vu à la télé, et c'est le rappel bien sûr, Israël n'a pas une constitution comme d'autres pays démocratiques, mais il y a des principes fondateurs énoncés par Ben Gurion. Et dans la déclaration d'indépendance. Dans la déclaration d'indépendance. Et le rappel à ces mêmes principes a été très important lors de cette cérémonie. Merci, Emmanuel Alpérine. Vous restez avec nous, Alberto, parce qu'on va parler dans un instant de la Chine. Et puis ensuite, avec Clément Veyrenal et Michel Zerbib du procès de l'attentat de Copernic. Ça nous ramène très, très en arrière. On marque une pause et dans un instant, le 4K revient.
Retour aux 4 quarts politiques avec Emmanuel Alperine, Alberto Toscano, Clément Veil-Reynal et Michel Zerbib. On va parler dans un instant du procès de l'attentat de Copernic, mais auparavant, chose promise, chose due, nous devions, avec Alberto Toscano, qui connaît très bien la Chine, je ne me trompe pas, l'ambassadeur de Chine en France a déclenché un tollé en Europe en contestant le caractère ukrainien de la Crimée et même en mettant en cause la légitimité d'autres pays d'Europe, notamment la Lituanie, les États baltes. C'est un dérapage. Je pense que c'est une gaffe, mais avec les Chinois, il faut toujours faire attention parce que les gaffes sont parfois très bien calculées. Et peut-être que l'interprétation de ce qui paraît être une gaffe ou un dérapage réside en réalité dans d'autres initiatives que les Chinois sont en train de mettre en acte actuellement ou qui vont mettre en acte demain sur le terrain diplomatique. Donc, au-delà de cette phrase, il y a ce qui s'est passé ensuite, le 26 avril, le colloque, la rencontre, la conversation téléphonique entre le président Xi Jinping et le président Zelensky ukrainien, et dont cette hypothèse qui se confirme d'une médiation d'une tentative de médiation chinoise entre Moscou et Kiev. Et d'ailleurs, on a vu les Chinois réaliser, avec un certain succès, il faut le dire, une médiation entre iranienne et saoudite. On voit la diplomatie chinoise présente à 360 degrés dans le monde, et on voit les Chinois aujourd'hui attribuer aux aspects diplomatiques une importance inédite dans leur histoire récente et même dans leur histoire tout court, dont la Chine d'aujourd'hui se présente vis-à-vis du monde comme un facteur stabilisateur. Et c'est très malin de leur part parce que, en réalité, parfois ils déstabilisent. Ils déstabilisent en économie. Ils déstabilisent même en politique dans certains pays africains quand c'est leur intérêt de le faire. Donc, le pays qui fait toujours son intérêt et qui parfois déstabilise se présente à l'opinion publique, à l'ONU et aussi aux médias à l'opinion publique, à l'information internationale, comme un facteur potentiel au moins de stabilité pour créer en Asie et en Afrique et ailleurs un monde plus sûr. Maintenant, Taïwan appelle à un engagement accru de l'Union européenne et déplore que, par exemple, un seul ministre, je ne sais pas si vous avez vu ça, un seul ministre européen, le ministre de l'Éducation allemand, a fait le déplacement à Taïwan alors qu'il y a eu 6 ou 7 de l'Union européenne, parce que les Américains ont envoyé pendant ce temps 5 ou 6 délégués. La relation avec les Britanniques est de toute façon intense. Mais c'est vrai que l'Union européenne a montré une certaine timidité par rapport à la question de Taïwan. Et c'est vrai de l'autre côté que les Américains ont eu un comportement parfois contradictoire, dans le sens que des personnalités politiques des États-Unis ont fait le déplacement et ont tenu certains discours, mais l'administration Biden a été plus prudente, le président Biden a été plus prudent. Et il faut interpréter la question de Taïwan aussi à la lumière du voyage du président de la République française en Chine. Emmanuel Macron a eu des expressions qui laissent entendre une volonté de compromis et quand même de garder le statu quo par rapport à la Chine.
Taïwan, ce qui compte en politique, et en particulier en politique internationale, c'est souvent la perception. La perception chinoise de la question de Taïwan est considérée comme un facteur fondamental pour leur identité, mais la situation la plus difficile aujourd'hui n'est pas, à mon sens, tellement par rapport à Taïwan en tant que tel, mais par rapport à la situation au mar chinois méridional. Et c'est là qu'il y a des frictions de la Chine avec le Vietnam, avec les Philippines, où les Américains vont installer une nouvelle base militaire, et avec tous les autres pays riverains de cette mer. Et là, la situation peut déraper dans des moments de tension, même armée. C'est pour ça que Taïwan dit aujourd'hui la Chine n'est pas une menace que pour nous, elle est aussi une menace pour l'Union européenne dans son ensemble. Si, évidemment, le mot menace est un mot qui laisse imaginer des scénarios catastrophes. Je crois que plutôt que mettre l'accent sur le mot menace, il faut mettre l'accent sur le mot sécurité. Il faut une recherche de sécurité, de dialogue et de coopération. La Chine aujourd'hui est fondamentale pour notre économie aussi. Donc on ne peut pas réagir à la menace par une surenchère de menaces à notre tour. Il faut rechercher un contexte de sécurité mutuelle. Et on ne peut pas jouer avec la sécurité. Et l'attitude actuelle de la Chine par rapport à la question ukrainienne nous laisse peut-être imaginer une volonté de dialogue. Mais cette volonté de dialogue aura un prix. Et ce prix sera une présence accrue de la Chine en Europe et autour de l'Europe. Ça, c'est évident. D'ailleurs, en Israël, il est impressionnant comme les Chinois sont présents en Israël, dans l'économie, dans les constructions, dans les bâtiments et tout ça. Donc, les Chinois sont partout. Et ça arrive, bizarrement, au moment où la Chine n'est plus la première puissance du monde sur le plan de la démographie. Elle est dépassée par l'Inde. Voilà. Il y a une logique de puissance et de pouvoir pour la Chine. Et cette logique de puissance et de pouvoir peut se transformer en menace. À mon sens, aujourd'hui, n'est pas une menace pour nous, mais il faut faire beaucoup d'attention. Alors, vous restez avec nous si vous le souhaitez, hein, mais je sais que vous êtes très pris, donc vous pouvez vous éclipser. Et sans transition, on va parler de Taïwan. On va passer de Taïwan au procès Hassan Diab, le Libano-Canadien, a été condamné à perpétuité pour l'attentat de la rue Copernic, qui avait fait, je vous le rappelle, 4 morts et plusieurs dizaines de blessés en 1980. C'est la peine capitale, je commence par vous, Michel Zerbib, c'est la peine capitale qu'il a eue? Alors, c'est pas la peine capitale, maximale, je veux dire. Maximale. C'est la perpétuité par contumace, puisque évidemment Hassan Diab n'était pas présent durant toutes ces 3 semaines de procès. Procès par contumace, et l'individu, comme vous le savez, Shlomo, se trouve en ce moment au Canada. Il est toujours professeur émérite de l'université d'Ottawa à Toronto, dans l'Ontario, plus exactement, et qu'il a d'ores et déjà déclaré que, il était victime d'un déni de justice, comme un peu le capitaine Dreyfus. Ah, bon, jusque-là, oui. En tout cas, c'est un procès spécial, puisque Hassan Diab est resté au Canada pendant son procès, et il est au Canada après son procès. Voilà, il est toujours au Canada pour l'instant. Il y a eu les premières réactions après ce verdict, celle du Premier ministre canadien Trudeau, qui a estimé que le Canada faisait vraiment attention à ses ressortissants et ne les protégerait dans la mesure du possible. Il faut dire que le numéro 1 canadien a été, si l'on peut dire, échaudé déjà en 2014, puisque le Canada avait fait extrader celui qui était suspecté d'être l'auteur de l'attentat du 3 octobre 1980 dans la synagogue Copernic, et que le Canada avait fini par accepter cette extradition. On sait qu'Hassan Diab a passé, après 3 ans en prison,
Et une affaire qui est rocambolesque, d'ailleurs on parlera tout à l'heure avec Clément Vérénal, une affaire tout à fait incroyable de 40 ans, mais à ce moment-là, il y a eu une autre décision de justice française en 2018 pour dire finalement il n'y a pas assez de charges contre lui, il n'y aura pas de procès. Et donc ça a été... Mais tout de suite, le parquet a fait appel de cette décision. Hassan Diab était déjà retourné. Alors, vous avez très bien raconté dans le livre de Clément Vérénal, l'enquête sabotée. Le titre exact, Rue Copernic, l'enquête sabotée. Rue Copernic, l'enquête sabotée, c'est paru aux éditions Albin Michel. Non, aux éditions L'Artilleur. L'Artilleur, pardon. Et c'est un excellent livre pour comprendre tout ce processus et pourquoi il a fallu attendre plus de 4 décennies pour que puisse s'ouvrir ce procès. Alors il y a, comme dans les bons romans, je songeais à Monte Cristo, plusieurs époques. Il y a une première époque, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps? Parce que l'enquête de la rue Copernic, c'est une enquête du siècle dernier, hein. Ça démarre en 1980, il n'y a pas à l'époque le triptyque des enquêtes modernes aujourd'hui, qui sont l'ADN, la téléphonie et les caméras de surveillance. Donc ça va être une enquête digne d'un thriller, à partir de minuscules indices, à partir de témoignages, à partir de documents. Je songe au passeport d'Hassan Diab, retrouvé de manière rocambolesque dans les archives de la police italienne. On va finir effectivement par retrouver la trace du commando qui a posé la bombe devant la synagogue de la rue Copernic, et notamment la trace de ce poseur de bombes présumé, à l'époque il n'est que présumé, et qui a eu un itinéraire incroyable puisque il appartenait, semble-t-il, au FPLP, au groupe terroriste palestinien FPLP à Beyrouth dans les années 80, et puis après il va tourner la page, il va changer de vie. Et on le retrouve dans les années 2000, il a refait sa vie au Canada, il est professeur d'université, professeur de sociologie à l'université d'Ottawa. Et alors, c'est intéressant parce que vous avez fait une enquête très documentée là-dessus et vous estimez que le problème, c'est qu'on a assez vite orienté on a mis un zoom sur la piste nazie ou néo-nazie. Oui, alors mon livre reprend 43 ans ou même un demi-siècle d'enquête et d'histoire d'histoire du terrorisme, parce qu'à travers effectivement l'affaire, parce que ça a été fait dans d'autres cas aussi, parce que à travers l'affaire de la rue Copernic et d'autres affaires effectivement, eh bien tout cela constitue un prisme pour raconter, pour analyser, pour décrypter l'histoire du terrorisme palestinien en France et en Europe. Parce que c'est la thèse d'ailleurs de mon livre, c'est que le terrorisme palestinien constituerait une sorte d'angle mort de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire que, oui, les djihadistes, c'est pas bien, les islamistes, c'est pas bien. Ah, les Palestiniens, c'est spécial, c'est compliqué, on ne veut pas en entendre parler, et quand on entend parler, eh bien, on fait recours à toutes sortes d'expédients pour les expédier hors des frontières françaises. Alors, quand vous dites, Clément Vérénal, c'est une enquête sabotée, le terme est fort, ça veut dire qu'elle a été sabotée par qui, cette enquête? Alors justement, je montre qu'elle, depuis le début, elle est frappée du sceau du mensonge, de la manipulation. Vous le rappeliez, je le dis très rapidement parce que ça n'est pas non plus le cœur de l'ouvrage, c'est que, rappelez-vous, pour vos auditeurs qui ont connu, qui se souviennent de l'affaire de la rue Copernic, il y a eu une fantastique opération de désinformation, de manipulation de l'opinion publique au moment de l'attentat. On a fait croire qu'il s'agissait de néo-nazis, d'un groupe néo-nazi aussi fantomatique qu'insaisissable, parce que je vous le rappelle, en France, il n'y a pas de néo-nazis, ou alors il y a de minuscules groupuscules de gens qui relèvent plus du centre médico-pédagogique que de la Cour de sûreté de l'État, ou des tribunaux aujourd'hui, et qui sont bien dans l'incapacité de poser des bombes avec des explosifs militaires devant les synagogues. Mais quand je parle d'enquête sabotée, je ne vise personne en particulier, mais force est de constater que, et ça c'est la deuxième époque là, de l'enquête, alors que des charges extrêmement sérieuses avaient été réunies par les juges d'instruction qui s'étaient succédés dans le dossier, je pense au juge Bruguère, au juge Trévidic, des charges qui permettaient effectivement de suspecter ce professeur de sociologie d'Ottawa, monsieur Hassan Diab, d'être le poseur de bombes.
il faut le savoir, hein, on dit il est au Canada, mais il est passé par la case France. Michel Zerbib l'a rappelé. Il a été extradé en 2014 par les autorités canadiennes parce qu'elles considéraient que les charges présentées par la justice française étaient extrêmement sérieuses. Hassan Diab est arrivé en prison, en France, il a été incarcéré, et puis de nouveaux juges sont arrivés dans le dossier, et c'est ce que je raconte dans mon ouvrage. Il y a eu un non-lieu à la suite de ce retournement qui est curieux quand même. Sur la foi de témoignages extrêmement légers, pour ne pas dire fantaisistes et contradictoires et invérifiables, ils ont effectivement accordé un non-lieu en 2018 à Hassan Diab, qui a pu regagner le Canada et sortir de prison et prendre le premier avion pour Ottawa. C'est qui explique qu'aujourd'hui, effectivement, il était absent de son procès, qu'il a été condamné en son absence, et qu'aujourd'hui, malgré l'envoi d'un mandat d'arrêt international, rien n'est moins sûr que de parvenir à son extradition. C'est en ce sens qu'on peut parler d'enquête sabotée. Et on peut dire aussi que Hassan Diab est retourné au Canada, où il a bénéficié, dites-vous, d'une relative quiétude et du soutien d'ONG dont beaucoup se situent dans la mouvance d'extrême gauche et des islamistes. Oui. C'est en ce sens que je ne veux pas porter d'accusation personnelle contre tel ou tel, mais ce scandale de la rue Copernic, qui fait qu'un terroriste, puisqu'aujourd'hui il a été condamné, on sait que c'est lui, un terroriste, se trouve aujourd'hui en liberté, et on peut craindre qu'il n'effectue jamais sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. Cette décision, ce scandale, est entouré de ce que j'allais appeler un halo idéologique très favorable, comme je vous disais, au terrorisme palestinien. Je donne un exemple. Il faut savoir qu'au Canada, et en France aussi, mais au Canada, puisque c'est là-bas que ça se joue actuellement, une association comme Amnesty International, dont il faut préciser que c'est une association qui connaît depuis de nombreuses années une dérive d'extrême gauche et une dérive islamiste, une association comme Amnesty International soutient aujourd'hui M. Hassan Diab, et le soutient depuis le début, a engagé avec force dollars canadiens des avocats pour le défendre devant les tribunaux canadiens. Alors, je pose juste une question. N'y a-t-il pas là une erreur de sujet? Est-ce que Amnesty International n'est pas hors sujet? Parce que je vous rappelle que Amnesty International, théoriquement, son objet social, sa raison d'être, c'est de défendre les gens qui sont poursuivis pour délit d'opinion. Or, en tout état de cause, M. Hassan Diab n'est pas poursuivi pour une activité politique ou pour des délits d'opinion, mais pour avoir posé une bombe devant une synagogue et pour avoir tué 4 personnes et avoir dévasté la rue Copernic. Alors, on pourrait se demander pourquoi Amnesty International soutient M. Hassan Diab. Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Parce que l'une des lignes directrices de l'action de Amnesty International, c'est la détestation d'Israël. Donc, au nom de la détestation d'Israël, il faut défendre becs et ongles un terroriste palestinien qui ne s'est pas battu non pas face à des soldats israéliens, ça pourrait éventuellement se défendre dans le cadre d'une polémique. Il faut défendre un terroriste palestinien qui, le 3 octobre 1980, a déposé une bombe devant une synagogue pour tuer des juifs parisiens. Voilà. Oui, ça c'est très important, justement ce que vient de dire à l'instant Clément. C'est vrai que c'est un procès, d'abord ce procès s'est tenu de façon tout à fait remarquable. Là j'apporte un peu évidemment ce que j'ai vu et entendu dans ce procès qu'on n'attendait plus en vérité. 43 ans, on se souvient tous, on était déjà nés de cette période incroyable, de cet attentat qui allait être suivi une année plus tard, d'ailleurs par un attentat à Anvers en Belgique, qui est aussi raconté dans le livre. Ce procès était tout à fait remarquable parce qu'on s'attendait à un moment donné, le juge justement qui avait rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Diab en 2018 est venu témoigner une fois de plus devant ses confrères, on peut dire ses pairs, et il a dit en effet, je n'avais pas des éléments que j'ai eus aujourd'hui, vous l'avez dit, ce sont des éléments un peu légers, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est le réquisitoire justement de l'avocat général Benjamin Chambre, qui est allé qui a mis dans ses retranchements cette version du juge, qui deuxièmement a aussi anticipé la défense de Hassan Diab menée par l'avocat militant William Bourdon, en disant « Je sais ce que vous allez dire, je sais ce que vous allez insinuer, que le Mossad
qui n'a pas réagi pendant des années et des années. Le Mossad était derrière pour donner en quelque sorte une monnaie d'échange contre le terrorisme. J'ajouterais, et que là aussi c'est à l'honneur de la justice française, si vous voulez bien dire, de l'accusation, que ça a été très net. Cette position qui a été faite par le parquet, l'avocat général, l'accusation, c'était de dire attention, il s'agit là d'un acte antisémite commis par des Palestiniens qui se revendiquaient de la laïcité du combat international pour la libération des peuples et notamment du peuple palestinien. Mais ils ont prouvé une fois de plus que ce combat pouvait se confondre tout à fait avec des actes anti-juifs, antisémites. Oui, alors c'est vrai que quand on dit attentat de Copernic, tout le monde se souvient de la fameuse phrase de Raymond Barre sur les Français innocents, mais personne ne se souvient que le jour même, on avait d'abord mis en accusation des nazis ou des néo-nazis. Oui, ça s'est avéré être une fausse piste. Je voulais revenir sur ce que vient de dire Michel Zerbier, parce que les magistrats instructeurs qui ont accordé un non-lieu à Hassan Diab ne se sont pas seulement appuyés sur des éléments extrêmement légers, ça pourrait être juste on pourrait mettre ça sur le compte d'une erreur d'appréciation. Ce qui est intéressant, et on le voit dans leur arrêt, dans leur ordonnance de non-lieu, ils ont eux-mêmes aussi repris ces arguments de la défense, mettant en cause les Israéliens. Il y a une once, plus qu'une once d'ailleurs, il y a des relents de complotisme anti-israélien dans cette ordonnance de non-lieu. Pour essayer de blanchir Hassan Diab, il prête aux autorités israéliennes une action effectivement occulte qui tient du complotisme. Et pourtant les charges étaient très lourdes contre Hassan Diab, qui s'est fait passer pour un gentil finalement ressortissant du Liban. Or, il était un militant en 1980 du FPLP. La version OS, c'est-à-dire c'était une faction du FPLP extrêmement violente dans ses actions. Et ce qu'on peut dire en un mot, Shlomo, c'est de dire que son ex-épouse est venue essayer de le dédouaner. Elle a été présente pendant les 3 semaines du procès. Alors, je signale que vous faites une émission spéciale là-dessus avec les parties ce sera ce dimanche soir. Ce dimanche soir. Merci, je renvoie à cette émission, je renvoie naturellement à votre livre Rue Copernic. Très bon livre. L'enquête sabotée de Clément Weyrenal. Aux éditions de l'Artilleur. Aux éditions de l'Artilleur. Bon dimanche à tous.